Bonjour à tous. Merci à Marcel et à Marine de me donner l'opportunité de venir vous parler de ce qui m'a occupé ces dernières années, à savoir quelques travaux sur l'hypertension artérielle dans Constance. J'ai des travaux avec des structures privées, avec des structures publiques. Donc voici ma liste de liens d'intérêt. L'hypertension artérielle, c'est la première maladie chronique en France comme dans le monde. Les chiffres de l'hypertension artérielle ont été publiés l'année dernière par Valérie Ollier à Santé publique France. Et donc vous voyez sur cette diapositive qu'il y a en France 17 millions d'hypertendus. Ça veut dire à peu près un tiers de la population adulte. Et donc nous sommes 150. Et donc dans cette pièce, il y a une cinquantaine d'hypertendus. Et il y a à peu près tous les ans 1 600 000 nouveaux traitements qui sont instaurés pour des hypertensions artérielles, qui sont de nouvelles hypertensions artérielles. Alors, cette incidence d'hypertension artérielle, elle est là explorée avec l'initiation des traitements antihypertenseurs, mais c'est bien entendu un marqueur qui est un marqueur très imparfait de la véritable incidence de l'hypertension artérielle. Et Sofiane Cab va vous présenter tout à l'heure une étude dans Constance sur l'incidence de l'hypertension artérielle avec des analyses statistiques un peu originales et un peu innovantes. Il y a à peu près 93% des patients qui émettent des réserves lors de la prescription d'un traitement antihypertenseur. Et ça explique que finalement l'observance des traitements antihypertenseurs est médiocre et on dit qu'au bout d'un an, il y a à peu près 6 patients sur 10 qui ont arrêté leur traitement antihypertenseur. Et vous savez, le traitement de l'hypertension artérielle, ce n'est pas exclusivement les médicaments, c'est aussi les mesures non médicamenteuses. Et il y a un point qui est important, qui est que ces mesures non médicamenteuses sont à la fois efficaces pour traiter l'hypertension artérielle, mais pour prévenir l'hypertension artérielle. Alors, en 2017, mon équipe a fait une demande de pouvoir travailler sur Constance et on a proposé toute une série d'objectifs sur l'hypertension artérielle. Et donc, vous voyez ici la liste des objectifs qui ont été proposés. Donc, c'est passé devant le Conseil scientifique de Constance. Il y a eu quelques questions, quelques réponses. Et finalement, ce projet a été accepté. Et donc, je me suis dit, chic, je vais pouvoir travailler sur la cohorte Constance, qui était à l'époque et qui l'est toujours une cohorte en population avec des potentialités extrêmement importantes en matière de puissance, et donc de pouvoir travailler dans des sous-groupes, de sous-groupes, de sous-groupes. Et après, le problème de tout cela, c'est de trouver le manpower, les personnes qui ont envie de travailler, qui sont capables de travailler, qui sont travailleurs et qui ont réellement ce désir de faire avancer les projets. Alors à l'époque, j'avais un partenariat avec une épidémiologiste de Beyrouth, Pascal Salamé, et on avait fait travailler une jeune pharmacienne, Michel Cherfan. Et cette Michel Cherfan, finalement, elle a accepté de venir travailler à Constance et elle a fait sa thèse de science sur les données de Constance. Alors elle habitait à la fois à Paris et à Beyrouth, c'était assez compliqué, mais heureusement elle a été vraiment bien accueillie dans l'unité. Merci encore une fois à Sofiane Cab de l'avoir accueillie, de l'avoir aidée à pouvoir concentrer son travail sur des semaines de travail lorsqu'elle était parisienne. Alors on a travaillé avec Michel sur un sous-groupe de Constance. À l'époque, on a travaillé sur 86 000 participants. Et je vous disais, il y a un tiers de la population adulte qui est hypertendue. Donc il y a un tiers des participants de Constance qui sont hypertendus, un petit tiers. Et donc là, on avait 27 000 hypertendus dans cette cohorte, avec, comme d'habitude, un petit peu plus d'hommes hypertendus que de femmes hypertendues. Alors on a travaillé sur les facteurs on va dire, de mauvaise santé, donc des comportements qui sont délétères pour la santé. Et dans l'hypertension artérielle, vous savez, il y a l'alimentation,
Et donc le régime DASH, qui est un régime adapté aux hypertendus, où il y a beaucoup de végétaux, où il y a peu de protéines d'origine animale, où il y a peu de graisses saturées et où il y a relativement peu de sel. L'activité physique, une consommation exagérée d'alcool qui augmente le risque d'hypertension artérielle, et puis une surcharge pondérale qui, elle aussi, va augmenter le risque d'hypertension artérielle. Eh bien, vous voyez dans cette diapositive qu'il y a finalement très peu de personnes qui ont un comportement parfait par rapport à leur santé, 6% des hommes et 17% des femmes. Et puis, il y a une proportion importante qui vont avoir beaucoup de facteurs de risque délétères pour leur santé. Vous voyez, 13% des hommes vont avoir au moins 3 des 4 facteurs de risque que vous voyez en haut. Alors, on a fait des analyses et on a montré que, indépendamment les uns des autres, eh bien, on avait une augmentation du risque d'être hypertendu lorsqu'on associait les facteurs de risque délétères pour la santé, avec un risque qui était de plus de 2 fois supérieur chez les hommes comme chez les femmes, lorsqu'on avait 3 facteurs de risque délétères ou plus. Là où ça devient intéressant, c'est que finalement, ces actions délétères pour notre santé nous concernent tous, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, et même au-delà de 60 ans, eh bien, on voit que le risque d'hypertension artérielle est directement associé à ce nombre de facteurs délétères pour la santé. Donc, il est toujours bien d'améliorer ses comportements par rapport à notre santé. Alors, Michelle Sherfan a publié ses résultats. Elle a publié le résultat que je viens de vous montrer. Elle a publié un autre résultat sur la même population. Et puis, on a eu un étudiant en master, Goël Fenech, qui a travaillé sur l'awareness, sur la connaissance de l'hypertension artérielle. Un point que je ne vous ai pas encore donné, c'est que il y a quasiment 50% des hypertendus qui s'ignorent. Et donc, mon conseil aujourd'hui, c'est que vous vous rendrez service si vous allez mesurer votre pression artérielle en sortant de cette conférence. Alors, on a bien entendu envie de travailler aussi sur les complications de l'hypertension artérielle. On a la chance, dans Constance, d'avoir à la fois de la fonction rénale avec un dosage de la créatininémie et une évaluation de la filtration glomérulaire, mais aussi pour une partie de la population, une recherche d'albuminurie. Et donc, on a sur cette diapositive les facteurs de risque d'avoir une maladie rénale chronique. Et bien entendu, il y a les facteurs qu'on connaît bien, l'hypertension artérielle, il y a le diabète, mais il y a aussi les antécédents familiaux et personnels de maladies cardiovasculaires, une histoire familiale de dialyse. Vous savez que les maladies rénales de temps en temps sont transmissibles. Il y a la problématique pondérale et puis il y a la problématique de précarité qui est un point extrêmement important dans beaucoup de pathologies, mais aussi dans les pathologies rénales chroniques. Alors, je vous ai montré cette diapositive avec tous les objectifs qu'on avait initialement. On a finalement avancé sur très peu d'objectifs. Et donc, on a encore l'ambition de continuer à travailler sur l'hypertension artérielle dans Constance. C'est toujours compliqué, comme je vous l'ai dit, de trouver des personnes intéressées pour faire le travail, pour écrire le papier, pour valoriser cette formidable base de données. Et je crois qu'il va falloir qu'on avance sur les problématiques d'observance, puisque l'appariement au SNDS vous donne la possibilité, dans Constance, d'avoir les traitements, alors non pas les traitements prescrits, vous le savez, mais les traitements qui sont délivrés en pharmacie, qui sont achetés par les patients. Alors, on peut acheter les médicaments et pas les prendre, bien entendu, mais habituellement, lorsqu'on les achète, on les prend. Et puis surtout, quand on ne les achète pas, on est sûr qu'on ne les prend pas. Alors, moi, mon quotidien, dans mon activité de spécialiste d'hypertension artérielle, c'est des patients qui ne sont pas convaincus qu'ils sont malades. Et donc, ces phrases-là, je les entends tous les jours. Vous savez, docteur, c'est une hypertension nerveuse. Je ne me sens pas malade. C'est à cause de. Donc oui, c'est mon patron qui m'énerve. Je suis hypertendu à cause de mon patron, à cause de mes collègues, à cause de... Alors, vous choisissez, bien entendu, celui qui est adapté à votre situation.
Enfin bref, on a chacun notre bouc émissaire à cause de qui on a une hypertension artérielle. Et puis il y a ces patients qui sont très sensibles aux médicaments et qui vont prendre le quart, la moitié des traitements qu'on leur prescrit. Il y a ces patients qui vont se faire des vacances thérapeutiques, donc le week-end, ils ne sont pas stressés, donc ils ne prennent pas leur traitement antihypertenseur. Pendant les vacances, ils ne prennent pas leur traitement antihypertenseur. Mais encore une fois, c'est du quotidien dans notre activité cardiovasculaire. Alors, bien entendu, vous le savez, je prêche des convaincus, l'épidémiologie d'observation est vraiment complémentaire à l'épidémiologie d'intervention, complémentaire. Il nous faut les deux pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, l'observance pour les maladies chroniques, c'est une problématique majeure et je suis persuadé que ça va être une problématique qui va augmenter. Les patients, la population a de plus en plus de défiance envers les experts, envers les médicaments, envers les vaccins. Et dans l'hypertension artérielle, j'ai très peur parce qu'on est en train de mettre en place des nouveaux traitements qu'on prendrait une fois tous les 6 mois par micro-ARN interférent. Et donc, je suis persuadé qu'il va y avoir une défiance extraordinaire avec ces nouveaux traitements, une défiance vis-à-vis des médecins, des stratégies de prévention. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre ce traitement de prévention vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, etc. Alors, Constance va nous donner des informations sur les facteurs de mauvaise observance, mais derrière, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à mettre en place des stratégies opérationnelles pour essayer de prévenir ces mauvais observants et de les dépister et de pouvoir agir pour améliorer a priori l'observance de nos patients. Merci de votre attention. Des questions ? Bonjour, Alain Bruno à la Direction Générale de la Santé. Est-ce que Constance peut vous donner les moyens d'évaluer aussi la question des stratégies de l'efficacité des stratégies de prise en charge non médicamenteuse? C'est-à-dire l'évolution comment les personnes font évoluer leur mode de vie et éventuellement agissent sur le risque par cette composante-là. Et je me permets d'ajouter un rebond de mon voisin, David Cause, Cour des comptes. Est-ce que ça nous enseigne également des choses sur des stratégies opportunes de dépistage ? Alors, sur les études qu'on a faites jusqu'à présent, on a analysé en transversal les comportements, on va dire les stratégies non médicamenteuses et l'hypertension artérielle, éventuellement la sévérité, le degré d'hypertension artérielle. Après, on a quand même dans l'idée que quelqu'un qui est diagnostiqué hypertendu pourrait potentiellement modifier ses stratégies. Et donc, si le patient perd du poids, eh bien, on va avoir une modification de la relation entre le poids et l'hypertension artérielle. Donc, il faudrait essayer d'avoir une vision longitudinale chez les volontaires de Constance pour voir si ceux qui réussissent à modifier leur comportement vont avoir effectivement moins de survenue d'événements, par exemple d'hypertension artérielle, que ceux qui ne réussissent pas ou qui n'essayent pas de modifier leur comportement. Donc je pense que c'est vraiment des analyses extrêmement précises sur ce type de questions extrêmement précises, mais qui va nécessiter, encore une fois, une analyse dédiée. Après, vu la puissance de cette base de données, on peut essayer de l'interroger pour répondre à ce type de questions, je crois. Après, c'est un peu compliqué parce que ceux qui réussissent à modifier leur comportement ne ressemblent pas du tout à ceux qui ne réussissent pas à modifier leur comportement. Et donc, ça ne sera jamais une association, même si c'est du longitudinal. Et la causalité sera toujours à interroger. Alors, on peut avoir des éléments qui vont vers la causalité, mais elle sera toujours à interroger. Alors, pour les stratégies de prévention, j'ai envie de faire un peu la même réponse. C'est-à-dire que ceux qui appliquent les stratégies de prévention, clairement, ne ressemblent pas à ceux qui n'appliquent pas les stratégies de prévention. Et on a on sait que, par exemple, les CSP+, vont beaucoup plus utiliser les stratégies de prévention et de dépistage
que les personnes en situation de précarité. Donc là aussi, je crois que c'est vraiment des analyses multiparamétriques dédiées. Et puis après, est-ce que même Constance aura la puissance de démontrer ça pour du dépistage ou de la prévention de pathologies assez rares? Il faudra attendre des années et des années, je crois. Si je peux me permettre, en fait, c'est des choses qu'on a déjà faites sur d'autres sujets. Par exemple, dans Gazelle, il y a un projet du CIRC, du Centre national de recherche sur le cancer, qui regarde l'évolution, puisque on a des mesures annuelles depuis très longtemps, l'évolution des comportements sur le risque de survenue de cancer. Et donc ça, on peut le faire aussi, évidemment, dans Constance. Avec le fait qu'on demande aussi aux gens de revenir tous les 4 ans au centre d'examen de santé et d'avoir une nouvelle mesure de leur pression artérielle. Donc on peut réellement, oui, on peut tout à fait monter un projet. Alors, le fait qu'évidemment les gens qui ont des comportements, qui arrivent à modifier leur comportement, sont assez différents de ceux qui n'y arrivent pas, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'on peut juger quand même on peut juger du fait que c'est efficace ou pas, et à ce moment-là, éventuellement, d'orienter des campagnes de prévention, etc., en fonction de ça. Donc, je pense que oui, vraiment, et du point de vue de la puissance, je crois que Sofiane va montrer dans un instant un peu ce qu'on voit en longitudinal sur l'hypertension artérielle. On voit bien qu'on peut voir beaucoup de choses quand même. Ouais. L'engagement dans une démarche de prévention ou l'observance, c'est dans la tête. Donc, est-ce qu'il est possible éventuellement de brancher des études qualitatives sur Constance pour analyser finalement le paysage mental des Français? C'est une question trop difficile pour moi, donc je vais demander à Marie de l'aide. Alors, je vais te répondre. Oui. En fait, tu déposes un projet. Tu trouves des financements, il y a une petite part pour Constance. Oui, non, mais il est tout à fait possible d'avoir accès aux volontaires et de faire du qualitatif. Et ça, ce sont des choses que dans plusieurs projets, on aimerait solliciter aussi. C'est que, bien évidemment, c'est avant tout une base dite quantitative, mais du moment qu'on peut avoir accès aux volontaires et que derrière, on a des projets pour faire du qualitatif, dans ce genre d'études, je pense que c'est tout à fait possible et tout à fait intéressant de le faire. Oui, je suis médecin généraliste et médecin de santé publique. Des études sont nombreuses sur l'amélioration de l'état de santé, tension, diabète, maladie métabolique, dès qu'il y a des comportements qui évoluent, comportements autour de l'alimentation, les études existent déjà. Hein, donc on peut d'ores et déjà, comportements autour de l'activité physique, il y a des études qui prouvent tout ça. Deuxièmement, on parle de la défiance grandissante du public. Je pense que si les médecins prenaient le temps d'examiner les patients et si on revenait un petit peu sur la formation médicale, hein, avant d'analyser et d'observer le paysage mental des gens, si on prenait le temps de former les médecins généralistes en insistant sur le fait que la consultation, c'est un temps essentiel, l'acte clinique, l'examen clinique est un temps essentiel, le temps qu'on dédie aux patients pour faire de la pédagogie, c'est un temps essentiel. Je pense que là, on irait effectivement et on participerait très, très positivement à l'évolution des comportements favorables à la santé. Bien entendu, on ne peut être que d'accord avec vous. Je vous rappelle quand même qu'il y a une véritable pénurie de médecins généralistes, que beaucoup de patients ne réussissent pas à trouver un médecin généraliste et que les médecins généralistes en activité ont malheureusement souvent pas suffisamment de temps pour avoir toutes ces activités de dépistage et de prévention, alors que ça devrait être le cœur de leur métier. Cela dit, Frédéric, ce qui serait intéressant, c'est que chez les personnes qui ont accès à leur médecin généraliste, à qui on fait des prescriptions, c'est qu'est-ce qui se passe sur l'observance. Et ça, ils sont dans le système, mais il y a quelque chose qui fait que finalement, ils ne sont pas observants. Donc, il y a peut-être des choses... Philippe,
Une dernière avant de passer à la suivante, parce qu'on va... Philippe? Philippe? Ah, Monsieur Cos alors. L'un des deux, pas les autres, pas les deux. Vous pourriez pas créer une cohorte de médecins sentinelles accrochés aux volontaires de Constance? Et pour mon successeur. De passer à la présentation suivante. Merci, merci Jacques. Et donc c'est Sofiane qui va nous parler d'hypertension aussi.